Dans Electrico W, il y a un jeu sur le parallélisme. Le parallélisme entre deux personnages masculins, le parallélisme entre plusieurs personnages féminins. Et la lettre W représentait pour moi à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'embranchement, donc quelque chose qui est de l'ordre de la séparation, de la divergence, qu'on voit bien dans la symbolique de la lettre au niveau physique, matériel, et également quelque chose du parallélisme, puisque ce sont des rails d'un tramway qui, à un moment donné, à un aiguillage, vont suivre deux chemins différents. L'important, finalement, c'est de regarder dans un roman les moments où ces choix s'opèrent. La lettre W, c'est une symbolique du choix, puisque c'est deux parallèles qui, d'un seul coup, divergent l'une de l'autre. Je le voyais comme ça. Il y a également dans cette lettre la matérialité de quelque chose d'un tout petit peu différent, qui est la langue elle-même, parce que la lettre W n'existe pas dans la langue portugaise, et donc ça symbolise d'une certaine manière l'éloignement entre le roman et le réel, c'est-à-dire quelque chose qui est forcément un roman, puisque dans la langue, la lettre elle-même n'existe pas. C'est évidemment en plus un rapport avec le texte de Pérec, qui est le souvenir d'enfance, W ou le souvenir d'enfance, puisque le roman est initié sur un très long souvenir d'enfance. Alors que dans W de Pérec, il écrit, et la phrase est, je pense, emblématique du roman, « Je n'ai pas de souvenir d'enfance ». La traduction d'Assez parler d'amour a été différente de celle d'Electrico, parce que le livre lui-même est conçu de manière beaucoup plus fragmentaire, beaucoup plus hachée, et posait des problèmes de traduction très différents. Dans Electrico, on a une sorte de linéarité, le livre va du début à la fin, enfin tous les livres vont du début à la fin, mais il n'y avait pas de rupture stylistique. Dans Assez parler d'amour, on a à la fois de la poésie, on a à la fois du journal intime, on a à la fois une narration stricte, et le travail était justement de restituer ces différents niveaux qui étaient très clairement identifiés dans le texte français. Et également des problèmes de technicité d'écriture, comme par exemple l'existence dans le livre de deux textes qui sont parallèles, sous forme de deux colonnes, et dans lesquelles les traductions doivent se suivre parce que les textes se répondent. Et c'était également Adriana Hunter qui avait traduit ce livre. Et son travail avait été vraiment remarquable, avec un respect, y compris de la forme de la villanelle qu'on avait à la fin. C'est toujours très compliqué de traduire de la poésie. La perte, elle est triple. Soit on perd le sens, soit on perd la rythmique, soit on perd la rime. Et là, je crois qu'elle était parvenue à ne rien perdre. Ni la rythmique, ni la rime, ni la logique du texte lui-même. Donc c'est ce qui est le plus compliqué. Pour moi, la matérialité du texte, c'est le travail que je sais avoir accompli sur le texte. C'est-à-dire, c'est le matériau. Pour moi, matérialité, c'est matériau. Le matériau, c'est la langue. Et le matériau, il y a deux matériaux en fait, dans un texte, c'est la fiction et la langue. Le problème des romanciers, c'est qu'ils ont du mal à être dans les deux à la fois. Ce qui fait le très grand romancier, c'est sa capacité à mettre de la langue là où il fait avancer la fiction. On a parfois l'impression dans les romans qu'à des moments, la fiction avance et c'est un texte qui est sans grand intérêt littéraire. Et à d'autres moments, il y a de la littérarité extrêmement forte, mais l'action n'avance pas. Ce qui est fort, c'est d'arriver à faire avancer tout le temps l'action dans un univers qui est un univers de langue qui est propre à l'auteur lui-même. C'est ça qui fait, à mon avis, la spécificité des très grands auteurs, c'est leur capacité à ne jamais quitter leur langue pour raconter ce qu'ils veulent raconter. Et la matérialité, c'est ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du matériau omniprésent dans le texte, qui est son propre univers de langue. Et c'est ce qui est difficile à faire. Et évidemment, on est toujours dans des moments où on pourrait ne pas reconnaître sa phrase comme étant sienne. Et ce sont ces moments-là qui sont des moments problématiques d'auteur, enfin vraiment, je dirais presque existentiels, c'est un peu absurde de le dire comme ça, mais des moments dans lesquels on a l'impression qu'une phrase pourrait être écrite par quelqu'un d'autre. Et c'est ça la question qui se pose, c'est d'avoir une telle matérialité de son propre texte qu'on sait qu'on est chez soi. Et la question, c'est qu'être chez soi dans la langue pour un auteur, c'est une question contradictoire, parce qu'il faut en même temps être à la fois dans son univers de langue, en même temps considérer que la langue dans laquelle on intervient, qui est sa propre langue maternelle, est une langue étrangère. Si on ne considère pas que c'est une langue étrangère,
on va se trouver face à des facilités, face à des immédiatetés, face à des choses qui sont presque de l'ordre du flux continu, inattentif. Or, la question de l'écriture, c'est une question d'attention permanente et soutenue. Donc si on quitte cet univers d'attention permanente et soutenue, ce qui m'arrive évidemment comme beaucoup, hein, on perd son fil matériel. Ce qui fait qu'il y a des auteurs où je sais que je suis chez eux en permanence. Calvino, je n'ai aucun doute, je suis toujours chez Calvino. Borges, je suis toujours chez Borges, et c'est ce qui fait les grands auteurs.